Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui nous concerne tous, de près ou de loin, la santé mentale. On va essayer de comprendre ensemble ce qu'on peut appeler un esprit agité, en s'appuyant à la fois sur la science, sur des récits personnels poignants, et puis aussi sur des stratégies très concrètes. C'est parti. On commence avec cette phrase de Viktor Frankl, qui a lui-même survécu au camp de concentration. C'est une idée vraiment puissante, hein. Elle nous dit que même au fond du trou, même quand tout semble perdu, il reste une petite flamme, une capacité à trouver un sens. Et c'est cette force intérieure, cette résilience, qui va être notre fil rouge. Pour vraiment comprendre de quoi on parle, eh bien, la première étape, c'est d'écouter. D'écouter celles et ceux qui ont traversé cet abîme. Alors, cette première partie, elle est consacrée à leur expérience, brute, sans filtre. Ces mots de William Styron, ils sont glaçants. On sent bien qu'on ne parle pas juste d'un coup de blues. C'est une terreur pure, la sensation d'être au bord d'un précipice avec la certitude que la chute est inévitable. C'est une angoisse physique, viscérale. Et puis, il y a ça, l'isolement total que décrit Sally Brampton. C'est l'impression d'être enfermé derrière une vitre. Le monde continue de tourner dehors, mais personne ne peut entendre ce qui se passe à l'intérieur. Et le pire, c'est qu'on n'arrive même plus à se comprendre soi-même. C'est une solitude immense, en fait. Et là, Matt Haig met le doigt sur quelque chose de fondamental. Ce n'est pas juste du pessimisme, ce n'est pas voir l'avenir en noir, c'est ne plus voir d'avenir du tout. L'horizon a tout simplement disparu. C'est le vide. Le futur n'est plus une option. Alors, si on met tout ça bout à bout, on commence à voir les contours de cet état. Une angoisse qui ne vous lâche pas, cette perte de toute perspective, des sensations physiques vraiment bizarres, comme tomber sans bouger, et puis un épuisement total qui n'est pas juste dans la tête, mais dans chaque fibre du corps. Ok, on a vu l'expérience vécue. Mais alors, qu'est-ce qui se passe là-haut, dans notre tête? Comment est-ce que nos propres pensées peuvent devenir une source de souffrance pareille? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant. Vous connaissez ce petit dialogue incessant dans votre tête? C'est un peu ça. D'un côté, il y a la voix inquiète, celle du « et si ?» Et si je rate? Et si on ne m'aime pas? Et de l'autre, une voix qui essaie de calmer le jeu. Mais non, t'inquiète pas, ça va aller. Le problème, c'est que ça ne marche pas. En fait, plus on essaie de la faire taire, plus la voix inquiète crie fort. C'est un cercle vicieux. Alors, comment on sort de ce piège? Imaginez un instant que vous êtes assis au bord d'une rivière. Vos pensées, ce sont des feuilles qui passent sur l'eau. Le soi observateur, c'est cette partie de vous qui reste sur la berge et qui regarde juste les feuilles passer, sans juger, sans essayer de les arrêter, sans sauter dans l'eau. Juste observer. Et ça, c'est une idée toute simple, mais absolument libératrice. Une pensée, ce n'est pas une vérité. Avoir la pensée « je suis nul », ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est juste une production de notre esprit. C'est un nuage qui passe dans le ciel. Ce n'est pas le ciel lui-même. Et tout ça nous mène à un concept clé, la diffusion cognitive. Le mot a l'air un peu technique, mais l'idée est toute simple. Il ne s'agit pas de lutter contre ces pensées ou de les changer, mais de prendre de la distance avec elles. De les voir comme de simples mots, pas comme des ordres ou des faits. Mais attention, l'esprit n'est pas juste une machine à penser qui flotte dans le vide. Il est intimement lié à notre corps, à notre cerveau, à notre biologie. Et pour comprendre l'un, eh bien, il faut s'intéresser à l'autre. Pour simplifier, on peut imaginer qu'on a deux parties dans notre cerveau. D'un côté, le penseur, notre cortex préfrontal, le chef d'orchestre rationnel. De l'autre, le senteur, notre système limbique, le centre des émotions, un peu comme une alarme incendie. Dans la dépression, c'est comme si le chef d'orchestre perdait le contrôle et l'alarme se met à sonner pour un rien, créant un état de panique constant. Et tenez-vous bien parce que ça ne s'arrête pas là. On découvre de plus en plus que notre ventre, notre intestin, est une sorte de deuxième cerveau. Il envoie en permanence des signaux qui influencent directement notre perception de nous-mêmes, nos émotions, nos peurs, notre mémoire. Bref, on est un système incroyablement connecté. Ces explications biologiques sont super importantes, mais il ne faut jamais oublier l'expérience humaine. Cette citation nous rappelle à quel point c'est complexe. Parfois, la maladie peut avoir des aspects séduisants. Pour certaines personnes, les phases d'euphorie sont si intenses, si puissantes, qu'il devient presque impossible d'imaginer y renoncer, même si le prix à payer est une chute terrible. Bon, on a exploré les profondeurs, la mécanique interne. Maintenant, la grande question, comment on remonte? Comment on fait pour inverser cette spirale et en créer une nouvelle, ascendante cette fois? C'est ce qu'on va aborder dans cette dernière partie, avec des pistes concrètes. L'idée de l'optimisme appris est fascinante. Prenons un exemple. On rate un entretien d'embauche. La lecture pessimiste, c'est « je suis nul, je n'y arriverai jamais. C'est permanent et ça me concerne en entier ». La lecture optimiste serait
Je n'étais pas assez préparée pour cet entretien. Je ferai mieux la prochaine fois. Vous voyez la différence? C'est temporaire et spécifique. Et la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Allez, un petit exercice tout simple, mais redoutable d'efficacité. La prochaine fois qu'une pensée négative vous attrape, du genre je suis un échec, essayez juste de la reformuler silencieusement en disant j'ai la pensée que je suis un échec. Sentimentalement, ça change tout. Ce n'est plus une identité, c'est juste une pensée qui passe. On crée une distance, et ça redonne du pouvoir. Et ça nous amène à une idée absolument fondamentale. On n'est pas juste des cerveaux dans des bocaux. La dépression et l'anxiété sont souvent des symptômes de déconnexion. Déconnecté d'un travail qui a du sens, déconnecté des autres, de la nature. Et donc l'un des remèdes les plus puissants, c'est de se reconnecter. Et pour finir, une petite info qui redonne espoir et du pouvoir d'agir. On se souvient de notre penseur et de notre senteur? Eh bien, chaque petite décision qu'on prend, même la plus banale, comme choisir ce qu'on va manger à midi, c'est comme faire un peu de muscu pour notre penseur. Ça le renforce et ça l'aide à mieux réguler l'alarme émotionnelle. Chaque petite action compte, vraiment. On termine sur cette question. Si nos pensées ne sont pas des vérités, mais juste des histoires que notre esprit se raconte, alors on n'est pas obligé de croire à la même histoire en boucle. On peut en commencer une nouvelle. Une histoire de résilience, de connexion, d'espoir. Alors quelle pourrait être la première phrase de cette nouvelle histoire?